Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils brutalement honnêtes que je donnerais à un jeune pauvre. Si j'avais un jeune, un ado devant moi qui avait pas un rond, mais qui était motivé, je partagerais avec lui 7 choses indispensables qui vont faire toute la différence. Et je parle pas de faire de bonnes études ou de travailler dur. Non, cette vidéo n'est pas comme celle que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Ça va être très concret. Je vais pas passer par 4 chemins. Et si vous appliquez ce qui suit, vous aurez une vie bien plus accomplie que la plupart des gens. Conseil numéro 1, changer l'angle de la trajectoire de sa vie avec des méta-skills. Ça veut probablement rien dire pour vous, vous inquiétez pas, je vais faire un petit graphique sur mon iPad pour vous expliquer exactement de quoi je parle. Si on fait un petit schéma comme ça, avec ici le temps qui passe et ici l'argent qu'on gagne. Si on prend la vie de la plupart des gens, ça fait quelque chose comme ça, on part à 0, on monte, on descend, voilà, et on finit par ici. Et la plupart des gens qui sont déterminés, qui ont envie de réussir, qui sont ambitieux, eh bien, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir une autre courbe qui va terminer un petit peu plus haut. Donc ils vont essayer voilà, de faire monter la courbe, quoi. Donc ils vont travailler plus dur, ils vont travailler plus longtemps, ils vont essayer de prendre un taf où ils gagnent un petit peu plus chaque heure, d'avoir un business qui leur permet de gagner 10 000 au lieu de 5 000 euros par mois. Mais cette approche, c'est une énorme erreur. Parce que le plus important, c'est pas de gagner plus le mois prochain, c'est pas de gagner plus l'année prochaine, mais c'est d'accélérer la vitesse de progression de votre revenu. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas faire monter cette courbe, mais c'est bel et bien changer son orientation. Vous voulez la faire monter avec un angle plus fort. Parce que si vous le faites, eh bien, vous finissez tout en haut. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer la direction, la pente de notre courbe de revenus? Eh bien, on apprend des méta-skills. Les méta-skills, c'est des méta-compétences. C'est des compétences qui permettent d'être meilleur dans d'autres compétences. Le plus évident, c'est l'apprentissage. Si vous êtes meilleur en apprentissage, vous allez apprendre plus vite et donc vous allez pouvoir devenir plus fort, plus vite dans tout. Vous allez pouvoir devenir plus fort, plus vite en business, plus fort, plus vite en sport, plus fort, plus vite à l'école, plus fort, plus vite dans votre vie personnelle, plus fort, plus vite pour vos habitudes, plus fort, plus vite pour votre persuasion, etc., etc. Et donc, au lieu de se concentrer sur le fait de trouver une manière de gagner 1 000 euros de plus à la fin du mois, eh bien, vous devriez être obsédé par trouver une façon d'apprendre à gagner de l'argent plus vite. On peut parler d'apprendre, on peut aussi parler de résoudre des problèmes, on peut parler de prendre des décisions, on peut parler d'être à l'aise socialement, le networking, on peut parler d'avoir de l'intelligence émotionnelle, d'être meilleur en productivité, etc. Toutes ces compétences-là, elles ont un effet cumulé qui est incroyable. Et c'est ce sur quoi vous devriez vous concentrer quand vous êtes jeune. Alors comme je l'ai dit avant, cette vidéo est différente. Pour chacun des points qu'on va énoncer, je vais être ultra concret. Donc je vais vous dire très simplement qu'est-ce que je ferais si j'étais jeune et inexpérimenté. On ne va pas faire uniquement de la théorie. Du coup, quelles sont les actions concrètes que l'on peut entreprendre afin de changer l'angle de la trajectoire de sa vie avec des méta-skills? Et bien pour ça, j'ai une méthode et pour l'illustrer, on va prendre l'exemple de l'apprentissage. Vous avez réalisé grâce à cette vidéo qu'il était spécialement important de devenir fort en apprentissage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors dans un premier temps, il va falloir réaliser l'énorme erreur que font la plupart des gens. Pour la plupart des gens, l'apprentissage, ça ressemble à ça. Une espèce de carré comme ça, et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a les livres, il y a YouTube, il y a les formations, il y a, je sais pas, les séminaires, le coaching. Ça, pour les gens, c'est 100% de l'apprentissage. L'apprentissage, les amis, ça ressemble plutôt à un truc comme ça. Et à l'intérieur, il y a le changement de comportement, les actions, les habitudes. Et en fait, lire des livres et tout ça, c'est que 20%. 80%, c'est ça. Du coup, quand on apprend, en fait, il faut se concentrer sur comment est-ce qu'on va changer notre comportement. Quand vous lisez un livre, vous suivez une formation, vous regardez une vidéo YouTube, ce qui doit être important pour vous, c'est pas l'information, genre comprendre des trucs. On s'en fout de comprendre des trucs. Ce qui est important, c'est de faire. C'est de changer ce que vous faites. Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez. Si au final, le lendemain, vous agissez exactement de la même manière, vous n'avez pas appris. Et à l'inverse, vous pouvez ne rien comprendre. Si demain, vous faites les bonnes actions, vous aurez les résultats. Pourtant, quand on lit un livre, la quasi-totalité de notre énergie, elle est dépensée pour comprendre le livre, pas pour appliquer ce qu'il y a à l'intérieur. 80% de votre énergie devrait être dédiée à l'application des choses que vous apprenez. Du coup, avec cette information, eh bien, vous pouvez designer un plan d'apprentissage efficace. Première chose, vous allez trouver la meilleure ressource pour apprendre le sujet que vous voulez apprendre. Imaginons qu'on veut apprendre à networker.
Il y a un livre très connu sur le networking qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est la référence. Et si vous cherchez sur Internet, vous allez probablement arriver à cette conclusion. Pas besoin de lire 25 livres. Pas besoin d'acheter 40 formations. Pas besoin d'aller à 10 séminaires sur le networking. Vous allez faire une seule chose. Vous allez prendre ce livre référence. Vous allez le lire. Vous allez créer un résumé. Mais pas n'importe quel résumé. Un résumé basé sur l'action. Au fur et à mesure que vous passez à travers les chapitres, vous allez identifier quels sont les changements de comportement que vous devez effectuer, les habitudes que vous devez mettre en place. Et même, on peut aller plus loin. Si vous avez la flemme, vous n'avez même pas besoin de lire le livre. Vous pouvez littéralement taper sur Google « Résumé du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie ». Vous allez voir quelques lignes qui résument le livre et vous pouvez tirer simplement les actions qui en découlent. Et ensuite, vous allez mettre en place un plan d'action pour les réaliser. Donc en général, il y aura 3 catégories. Et la première catégorie d'action, c'est juste des tâches que vous devez effectuer. Donc, par exemple, imaginons que dans le livre, il recommande de faire une liste de ce que vous recherchez chez les personnes avec qui vous allez networker. Là, tout simplement, vous planifiez dans votre agenda un moment où vous allez faire cette liste. Le deuxième type d'action, c'est les habitudes. Par exemple, il recommande à chaque discussion de poser 2 fois plus de questions qu'on ne fait d'affirmations. Mais là, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir un fichier de tracking d'habitudes. J'en parle souvent dans mes vidéos, on mettra le lien dans la description si ça vous intéresse. Et ça vous permet de voir tous les jours si vous avez effectué ou non une habitude et d'ajouter une habitude où, par exemple, une fois par jour, vous devez poser 10 questions à une personne que vous connaissez peu, par exemple. Puis finalement, il y a le troisième type d'action qui est une nouvelle manière de faire quelque chose, mais que vous n'aurez pas à répéter régulièrement dans le temps. Donc imaginons que dans le livre, il explique exactement comment faire quand vous rencontrez quelqu'un de très important. Et bien là, vous allez avoir un petit résumé et il faudra juste se rappeler dans le futur, quand vous êtes confronté à cette action-là, d'aller re-regarder votre liste et de justement l'effectuer. Là, je vous ai donné le 20-80 de comment améliorer votre apprentissage, mais ça va beaucoup plus loin. Ce que vous pourriez faire, c'est appliquer les stratégies que je viens de vous donner, la métacompétence d'apprentissage que je viens de vous donner, et de l'appliquer à l'apprentissage. Donc vous pourriez aller rechercher le meilleur livre sur l'apprentissage, lire le livre, faire un résumé d'actions et ensuite les appliquer dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose sur tous les méta-skills que je viens de mentionner. Vous pouvez lire le livre, faire un résumé basé sur les actions et appliquer tout ça dans votre vie pour la résolution de problèmes, pour la productivité. Si vous le faites d'ailleurs, je recommande fortement le livre The One Thing. Allez à l'essentiel de Gary Keller. Vous faites un résumé de ça, vous l'appliquez. Vous aurez déjà fait l'extrême majorité de ce qu'il faut faire pour être productif. Même chose pour la prise de décision, même chose pour l'intelligence émotionnelle, etc. etc. Ça peut paraître con, mais une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que souvent j'ai des jeunes qui viennent vers moi et me disent « Ouais Yomi, comment on peut faire pour gagner 10 000 euros par mois ?» Et ils sont vraiment obsédés par le fait d'avoir 1 000, 2 000, 3 000 euros de plus dans leur compte en banque. Et je m'imagine, dans quelques années, mon fils arriver vers moi et me poser la même question. Et je suis certain que s'il le fait, j'aurais envie de lui dire « Assieds-toi, ferme ta bouche et écoute-moi bien. On s'en fout de combien d'argent tu gagnes à la fin du mois. Ce qui est important, c'est que tu développes les compétences qui vont te permettre d'apprendre plus vite, progresser plus vite, d'atteindre tes objectifs plus rapidement, afin que tu aies un effet boule de neige, que ça, c'est infiniment plus puissant que de trouver un petit hack ou une petite stratégie qui va te permettre de gagner un petit peu d'argent temporairement, mais qui n'aura jamais d'effet sur le long terme. Deuxième point que je dirais à un jeune qui a envie de réussir, c'est de ne pas être une mauviette. Je me souviendrai toujours un de mes premiers jours à l'armée où un adjudant a regardé toute notre section et il nous a dit en allemand « Hier, Sie werden lernen, leiden zu lieben ». En français, ça veut dire « Vous allez apprendre à aimer la souffrance ». Donc au début, quand il l'a dit, je me suis dit, ok, il veut faire le gars, il veut nous faire peur, il veut paraître théâtral. Mais au final, il avait raison. Un des trucs fondamentaux que j'ai appris à l'armée, c'est d'apprendre à aimer la souffrance. Parce que quand on grandit, en fait, instinctivement, quand on ressent une douleur, on apprend qu'il ne faut pas refaire la chose qui nous a fait ressentir de la douleur. Donc, imaginez une souris qui va dans un chemin et à chaque fois qu'elle passe par ce chemin, elle reçoit une décharge électrique. Elle va plus jamais emprunter le chemin. Le truc, c'est qu'il y a certaines choses dans la vie qui nous font souffrir, mais qui derrière nous rendent extrêmement heureux. Et si on n'apprend jamais à passer à travers le chemin, à travers cette petite décharge électrique, eh bien on ne peut jamais ressentir le réel bonheur qui se trouve derrière. Et à l'armée, c'est ce qui se passait. On a appris à se dépasser et derrière, on était extrêmement fiers de nous. J'ai encore en moi aujourd'hui une fierté immense que j'ai pu développer parce que justement, je suis passé à travers ces obstacles. J'ai aujourd'hui une confiance en moi immense qui vient du fait que j'ai réussi à résister pendant plusieurs mois à des épreuves extrêmement difficiles. Et c'est la même chose dans la vie. Mais il y a énormément de personnes qui vont jamais apprendre à passer au-delà de la souffrance. C'est pour ça, par exemple, que beaucoup de personnes n'aiment pas le sport. Parce qu'ils associent la douleur du sport comme un signe qu'il faut arrêter.
Je suis allé au sport. Pendant le sport, j'ai eu mal. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je le fasse parce que ça me fait mal. Ou je suis allé au sport, ça m'a fait des courbatures. Donc ça me montre que c'est pas bien le sport. Alors que les personnes qui ont l'habitude de faire du sport, en fait, quand ils ressentent la douleur du sport, eh ben, ça leur fait presque du bien. Et derrière, quand ils ont les courbatures, ben, ils sont fiers d'eux. Ils se disent « Ah ouais, j'ai vraiment fait une bonne séance ». Et ils savent que ça va aider leur corps à mieux fonctionner. Donc, il y a énormément de personnes qui ne comprennent jamais la douleur du sport. Du coup, ne bénéficient jamais de tous les bienfaits du sport, mais aussi du bonheur, de toutes les émotions positives que le sport peut apporter pendant le sport et après le sport, grâce aux hormones qui sont sécrétées. Il y a beaucoup de personnes qui n'apprennent pas à aimer le sport. Mais il y a encore plus de personnes qui n'apprennent pas à aimer d'autres souffrances. Parce que la souffrance physique, c'est assez évident. Voilà, ok, tu fais brûler ton muscle, derrière, voilà, t'es plus beau, tu te sens mieux, t'es en meilleure santé. Assez évident. Là où c'est moins évident, c'est sur d'autres types de douleurs. Par exemple, la peur. La peur, c'est une souffrance, c'est une douleur. Il y a certaines personnes qui, à chaque fois qu'elles ressentent la peur, elles se font paralyser par cette peur, comme la personne qui va au sport, qui se fait paralyser par la douleur du sport, ou le rat qui passe à travers un chemin et qui se fait paralyser, qui se fait repousser par la petite décharge électrique, eh bien, il y a plein de personnes qui vont ressentir la peur et arrêter, ne pas faire la chose. Alors que d'autres vont apprendre à passer à travers. J'ai peur de parler en public, c'est pas grave, je le fais quand même, et derrière, je me sens super bien. J'ai peur de lancer mon business, c'est pas grave, je le fais, et derrière, j'apprends et je réussis à changer ma vie. J'ai peur de sauter du plongeoir, c'est pas grave, je saute quand même, et derrière, je suis fier de moi, j'impressionne mes potes. Beaucoup de personnes n'apprendront pas à aimer la souffrance de la peur. Et c'est pas tout. Une autre souffrance qui paralyse énormément de personnes, c'est la gêne. Certaines personnes vont avoir peur d'essayer de vendre leur service, de faire un appel téléphonique pour vendre un produit, d'aller démarcher, d'aller pitcher leur business, d'aller essayer de convaincre quelqu'un de s'associer, de parler à une fille qu'ils trouvent jolie. Ils vont avoir de la gêne et ils vont utiliser cette souffrance, cette douleur qui est la gêne comme un signe qu'il ne faut pas faire la chose. D'autres personnes vont oser le faire et derrière en sortir grandis, atteindre leurs objectifs et être fiers de leurs accomplissements. On a parlé de la souffrance physique, on a parlé de la peur, on a parlé de la gêne, il y en a encore plein. Il y a la douleur de l'ego par exemple. Énormément de personnes ne vont pas être capables de passer à travers la douleur de se faire critiquer. Ils vont recevoir une critique, et soit ils ne vont plus jamais se mettre dans la situation où ils peuvent se faire critiquer, ou alors ils vont recevoir la critique et ils vont complètement l'effacer de leur esprit. Imaginons qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, ils vont dire « Ah oui, lui, il dit que de la merde, je l'écoute pas, j'ai raison, afin de ne pas avoir à reconsidérer leur action et à passer à travers l'inconfort du fait qu'on réalise qu'on a fait une erreur. D'autres personnes vont être capables de se calmer, prendre l'information et utiliser ça comme feedback pour changer. L'ego va empêcher beaucoup de monde de se remettre en question, d'accepter la critique, de se calmer quand on est énervé, de s'excuser. Et ça, encore une fois, c'est une douleur qu'on n'a pas appris à maîtriser et qu'on fuit au lieu de passer à travers. Du coup, encore une fois, concrètement, comment est-ce qu'on change ça ? Pour la souffrance physique, le plus simple, c'est vraiment de s'inscrire à un sport. Et idéalement, un sport difficile, un sport d'endurance, un sport de combat, un truc qui va vraiment faire souffrir. Et au début, ça va être difficile, mais ça va apprendre à notre cerveau une bonne fois pour toutes que derrière la souffrance, il y a une énorme récompense. Et je le vois, moi, dans la vie, quand je rencontre des gens, je peux savoir qui a fait du sport en étant jeune, qui a l'habitude de se surpasser et qui ne l'a pas. Je connais énormément d'entrepreneurs qui ont, malheureusement pour eux, pas fait de sport quand ils étaient jeunes. Et donc, quand ça devient un petit peu difficile, ils arrêtent. Et c'est un énorme handicap pour eux. Faire un sport difficile, ça va être un énorme tremplin pour avoir cette capacité à surmonter la douleur, pour prendre confiance en soi, etc. Par rapport à la peur, vous pouvez faire du public speaking, par exemple, du théâtre. Vous pouvez faire un saut en parachute. Vous pouvez annoncer sur les réseaux que vous lancez un business. Voilà, cette peur du ridicule, il faut l'affronter. Et la manière la plus simple d'arrêter des trucs mauvais, c'est simplement de se forcer à faire des trucs difficiles. Et si c'est vraiment difficile pour vous, il faut y aller étape par étape. Vous faites un petit truc difficile, ensuite un truc un petit peu plus difficile, ensuite un truc un petit peu plus difficile, et votre corps va s'habituer. C'est comme à la salle, au début, vous prenez des petits poids, et vous pourrez en prendre de plus en plus grands. Si vous avez peur de la gêne, faites des appels de vente, allez parler à des inconnus, allez essayer de récolter des dons pour une association. Lancez-vous sur les réseaux, faites des stories où vous parlez facecam. Si vous avez un ego, forcez-vous, faites une liste de 10 personnes auprès de qui vous devriez vous excuser. Avec mes potes les plus proches, en fait, je leur ai demandé de me critiquer ouvertement à chaque fois qu'ils ont un avis négatif sur moi. Ils doivent me le dire par rapport à un truc que j'ai fait, etc., un certain comportement, et je fais la même chose en retour. Et ça va être énormément à de mieux en mieux accepter la critique pour pouvoir m'améliorer. Troisième conseil brutalement honnête que j'ai envie de partager, c'est que personne ne te sauvera. J'ai entendu quelque part une phrase qui dit qu'un garçon devient réellement un homme le jour où il réalise que son père ne peut pas résoudre ses problèmes. Et c'est une dure réalité. Peu de gens en parlent, peu de gens le disent, mais on est fondamentalement seul.
On a des proches, on a une famille, on a des gens qui seront là pour nous soutenir. Mais la triste réalité, c'est que dans la vie, personne ne va résoudre vos problèmes à votre place. Et si c'est le cas, c'est que vos problèmes ne sont pas d'assez grande taille. Si vous attendez que le gouvernement, que vos parents, que vos potes, ils soient là pour améliorer votre vie, eh bien vous allez attendre longtemps. Parce que personne en a autant quelque chose à foutre de votre vie que vous-même. Pour vous, votre vie est extrêmement importante, mais pour la plupart des gens, elle ne l'est pas. Le gouvernement de votre pays, aujourd'hui, en a strictement rien à foutre de votre vie. La plupart de vos potes, si vous arrive un truc horrible, ils vont y penser pendant quelques minutes et ils vont vous envoyer un message, ils vont peut-être apporter leur réconfort pendant quelques heures, mais quand ils rentrent chez eux, ils vont penser à leurs problèmes. Si vous n'atteignez jamais vos objectifs, ça va faire probablement pleurer personne. Et réaliser ça, en fait, ça fait peur, mais ça rend aussi extrêmement fort. Parce que si on prend la responsabilité d'atteindre nos objectifs et de résoudre nos propres problèmes nous-mêmes, eh bien on devient très vite beaucoup plus fort pour le faire. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est très très simple. On doit avoir nos propres objectifs. On doit réfléchir nous-mêmes, sans l'influence de nos proches, de nos parents, de la société, qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre vie. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, on les mettra en annotation quelque part. Et ensuite, on crée un plan d'action. Et tous les problèmes qui arrivent sur le chemin de ces objectifs, on les affronte. Si demain, vous avez un truc qui arrive, votre business, là, ça marche plus, vos efforts pendant les dernières semaines, les derniers mois sont réduits à néant. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Tout le monde s'en fout. Le monde s'en fout. Si une gazelle, elle court pas assez vite dans la jungle, elle se fait bouffer. Aujourd'hui, dans notre société, il y a un espèce de message général où on fait penser que tout le monde est gentil, tout le monde est là pour aider les autres, etc. Mais la réalité, elle est tout autre. Il n'y a personne qui veut votre mal, mais il y a aussi très peu de personnes, voire personne qui veut votre bien et est prêt à travailler des heures et des heures pour votre bien. Et encore moins de personnes qui veulent votre bien, sont prêts à travailler des heures et des heures pour votre bien et peuvent vous permettre réellement d'atteindre vos objectifs. Il y a même réellement, je pense, qu'une seule personne qui peut le faire, et encore une fois, c'est vous. Donc, avoir ces objectifs et se responsabiliser par rapport à l'atteinte de ceux-ci et à la résolution des problèmes qui sont sur la voie de ceux-ci, c'est ultra important. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez pleurer parce que la vie elle est difficile, et vous aurez probablement raison. C'est triste, c'est difficile, c'est injuste. Mais vos pleurs, vos plaintes, et je le répète, n'auront aucun impact là-dessus. Il n'y aura aucun changement. Inversement, vos actions, elles, peuvent tout changer. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut privilégier. Quatrième conseil brutalement honnête, ça va être de pas s'entourer de losers. On a tous entendu la phrase « tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, blablabla. Bla, bla, bla. » Je l'ai dit, c'est pas une vidéo YouTube classique, on va éviter de répéter des évidences. Oui, c'est le cas. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'entourer de personnes qu'on admire ? Surtout quand on est encore un loser, quand on est encore quelqu'un qui n'a rien accompli. Et bien pour moi, il y a 4 étapes. La première, c'est d'être identifier les personnes avec qui on a envie d'être potes. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? C'est des gens qui ont réussi sur le plan financier, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui gagnent plus d'argent que nous, c'est des personnes qui ont plus d'influence que nous, des personnes qui sont plus populaires, est-ce que c'est des personnes qui sont plus drôles, des personnes qui sont intéressantes, des personnes qui ont beaucoup de savoir, etc. etc. Bon, je prends un exemple, imaginons que vous êtes un entrepreneur débutant, vous avez envie de gagner plus d'argent et vous avez envie de créer un cercle d'entrepreneurs qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Vous avez identifié le type de personnes avec qui vous voulez être pote. Alors bien sûr, il y a d'autres standards. Hein. Le but, c'est pas d'être pote avec quelqu'un juste parce qu'il gagne des dizaines de milliers d'euros par mois. Bien sûr, il faut aussi que ce soit une bonne personne, que ce soit quelqu'un de loyal. Voilà, toutes ces choses logiques qu'on cherche à trouver chez un ami. Mais imaginons qu'on a vraiment envie d'être influencé par d'autres entrepreneurs pour pouvoir parler avec eux, mieux réussir dans le business. Et donc, il y a ce critère-là qui est important pour nous. Mais la question qu'il faut se poser ensuite, c'est où est-ce qu'ils sont, ces gens ? Où est-ce que je peux les rencontrer ? Et là, on réfléchit. Est-ce que c'est en allant regarder des matchs de foot dans un stade qu'on va les rencontrer ? Probablement pas, à moins qu'on ait énormément d'argent à payer pour avoir les sièges VIP. Est-ce que c'est dans le train qu'on va les rencontrer ? Probablement pas. Est-ce que c'est en business class ? Peut-être, mais c'est pas idéal, ça coûte super cher. Est-ce qu'on peut les rencontrer dans la rue ? Ça va être difficile. Et donc, vous réfléchissez comme ça à différents endroits, vous allez tomber sur des options qui sont un petit peu plus intéressantes, comme par exemple aller dans des villes, des villages où il y a des entrepreneurs. Je sais pas, par exemple, vous pouvez aller à Monaco, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Dubaï. Si vous habitez dans la campagne, venir en ville, ça va déjà augmenter vos probabilités de rencontrer des entrepreneurs ou des personnes qui gagnent mieux leur vie. Maintenant, si on essaie d'être plus précis, on peut aller vraiment dans des endroits spécifiques, on peut aller dans des members clubs, on peut aller dans des restaurants, dans des lobbies d'hôtels, on peut faire des activités que font ce genre de personnes. Il y a des sports qui sont plus
pratiqué par des personnes avec une certaine liberté financière. On peut penser au paddle, on peut penser au tennis, au golf. Vous pouvez vous inscrire dans une salle de sport qui coûte cher. Vous pouvez peut-être les rencontrer en boîte de nuit, dans des members clubs. Vous pouvez aller dans des séminaires, des conférences d'entrepreneurs. Vous pouvez chercher en ligne sur des groupes, des communautés. Donc vous sélectionnez l'endroit qui vous paraît être le meilleur par rapport à la typologie de personnes que vous voulez rencontrer et aussi le cadre dans lequel vous voulez rencontrer. Si vous êtes quelqu'un qui déteste la musique, vous n'êtes pas allé en boîte de nuit, ça va pas être top d'aller en boîte de nuit, surtout que, à moins de pouvoir payer énormément, vous n'allez pas être dans le carré VIP, donc c'est probablement pas la meilleure option. Si vous êtes quelqu'un qui a extrêmement peur de parler aux inconnus, ça va pas forcément fonctionner d'aller dans un lobby d'hôtel et juste aller aborder les gens comme ça. Et au final, vous vous rendez compte que le mieux, vu que vous êtes introverti, c'est peut-être de parler sur des groupes Facebook, en ligne, sur des communautés, etc. Ou de vous inscrire dans un club de sport où il y aura probablement des entrepreneurs et puis vous décidez aussi de déménager pour aller habiter dans une grande ville. Là, déjà, vous avez plus de chances de créer des relations avec des amis qui vous intéressent que 99,9% de la population. Parce que les gens, ils attendent que ça se passe comme ça, comme par magie. Et ensuite, le troisième point, que presque personne fait, c'est de réfléchir à quelle est notre value proposition. Quand vous essayez de vendre quelque chose à un client, vous avez une offre, vous avez des trucs que vous pouvez mettre en avant, quoi. Et si vous avez un produit qui est éclaté au sol, eh bien, c'est extrêmement dur de vendre. Eh bien, c'est la même chose pour se faire des potes. Si vous n'avez rien d'intéressant à proposer, personne ne voudra être pote avec vous. Ça a l'air évident, mais la plupart des gens ne réalisent pas ça. C'est genre, je suis personne, j'ai jamais rien fait de ma vie, j'ai rien d'intéressant par rapport à moi et je veux avoir des potes multimillionnaires. Bonne chance, mon gars. Bonne chance. Il n'y a aucun multimillionnaire qui voudra être pote avec toi. Encore une fois, tout le monde s'en fout de ta vie. On en a parlé avant. Personne n'est là pour te sauver. C'est la dure réalité du monde. Qu'est-ce qu'on peut développer comme value proposition ? Bon, évidemment, si on parle à des entrepreneurs, avoir un business qui fonctionne, ça permet plus facilement de se faire des amis. J'imagine que si vous voulez devenir pote avec des entrepreneurs, c'est probablement parce que vous n'en avez pas un. Du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre ? On peut proposer de l'humour. Si vous êtes quelqu'un de drôle, automatiquement les gens voudront être potes avec vous. C'est un vrai hack et en vrai, c'est pas si compliqué à développer de l'humour. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos, j'ai été regarder l'autre jour, comment devenir drôle, vous tapez ça en anglais et tout, il y a des vraies vidéos et il y a des vraies techniques qui marchent. C'est pas si compliqué que ça. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez essayer de devenir plus marrant. Deuxièmement, vous pouvez être quelqu'un d'intéressant. Par exemple, à travers vos discussions. Vous êtes passionné d'histoire ou d'actualité et donc vous avez toujours un truc intéressant à dire par rapport à ce qui se passe. Ça peut vous permettre facilement de faire des amis. Ça peut être aussi con que ça. Moi, si demain je rencontre un mec et à chaque fois il a des anecdotes super intéressantes par rapport à quelque chose, c'est beaucoup plus probable que je devienne pote avec lui que s'il a rien à dire. Troisième point, vous pouvez être compétent. Et ça peut être dans n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'être compétent partout. Vous pouvez juste avoir un domaine de compétence et ça suffira pour intéresser énormément de personnes. Imaginons que vous êtes très compétent en vente. Bien, vous pourrez en parler, vous pourrez expliquer. Tous les entrepreneurs, ça les intéresse. Vous êtes compétent en copywriting, vous allez pouvoir en parler. Vous êtes compétent en marketing en ligne, vous allez pouvoir en parler. Vous êtes compétent en création de contenu, vous allez pouvoir en parler. Vous êtes compétent en musculation, vous allez créer des potes. Vous êtes compétent en organisation, vous allez créer des potes. Juste prendre un truc et devenir extrêmement bon dedans. Et au fur et à mesure des discussions, vous en parlez et vous donnez quelques conseils, etc. La plupart des entrepreneurs adorent apprendre. Et si vous leur apprenez quelque chose, ils voudront être potes avec vous. Et souvent, la meilleure value proposition, c'est le réseau. En fait, vous pouvez apporter énormément de valeur à quelqu'un juste en lui présentant quelqu'un. Et ça demande absolument rien en fait. Vous avez juste à devenir pote avec une personne, vous n'avez même pas besoin d'être pote, juste être une connaissance. Donc imaginons vous allez à une conférence, vous parlez à plein de gens, vous leur demandez ce qu'ils font, etc. Prenez leurs informations et vous avez une liste avec toutes les personnes que vous connaissez et voilà là où ils sont compétents, etc. Et voilà, vous connaissez 10 personnes. Vous connaissez un mec qui est bon en marketing, un mec qui est bon par rapport aux vidéos sur TikTok, un mec qui est bon en finance et vous les connaissez vaguement. Et ensuite, la 11e personne que vous connaissez, eh ben, elle vous dit « Ah oui, moi je suis entrepreneur, ouais, je fais des vidéos, j'explique aux gens comment dresser les chiens. » Vous lui parlez, vous lui demandez « Ah, c'est quoi les problèmes que tu as en ce moment ? Ouais, alors moi j'aimerais bien réussir à faire plus de vues, etc. » Il dit « Ah ouais, moi j'ai un pote qui est expert sur YouTube, il a des centaines de milliers d'abonnés. » Alors que le mec, vous connaissez vite fait. Et simplement, à ce moment-là, le mec, il est intéressé d'être pote avec vous parce qu'il réalise que vous avez des potes qui sont intéressants. Et par la suite, vous pourrez peut-être les mettre en contact. Et s'ils peuvent s'apporter des choses mutuellement, eh ben, les deux vous en seront reconnaissants. Et derrière, vous créez un réseau de malades. Et si vous voulez vraiment amplifier cette stratégie, vous organisez des dîners ou des événements, vous invitez tout le monde, vous faites ça une fois, mais vous êtes le mec le plus connecté. Et vu que vous êtes le mec le plus connecté, derrière toutes les personnes que vous rencontrez, vous pouvez les reconnecter. C'est un effet boule de neige monumental. Il y a d'ailleurs un livre derrière moi là qui s'appelle Never Eat Alone qui parle exactement de ça et que je lisais quand j'avais 16 ans, que j'étais au lycée. Le truc numéro 1 qui va vous permettre de devenir pote avec des gens qui sont plus connus, plus riches que vous, etc., c'est de connaître des filles. Ça, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Des fois, je me fais inviter à des soirées avec des multimillionnaires, des stars, des joueurs de foot, des machins, etc. Et à chaque fois, il y a genre 3, 4, 5, 10 mecs qui sont pas connus, qui sont pas riches,
qui ont rien de spécialement intéressant dans leur vie, mais ils sont dans les meilleures soirées, ils connaissent tout le monde, etc. Et c'est juste parce qu'ils connaissent plein de filles et qu'ils ramènent des filles en soirée, qu'ils invitent leurs potes de la gente féminine dans des événements. Et grâce à ça, eh ben, ils ont un réseau incroyable. Donc c'est aussi un truc qui peut être utile à prendre en compte pour créer son réseau. Le 5e conseil brutalement honnête, c'est que pour réussir, tu es obligé d'être un expert. Et quand je dis ça, la plupart des gens en fait ont peur parce qu'ils se disent « Ah mais moi je suis pas un expert. Je pourrais jamais être un expert. Je suis pas assez intelligent pour être un expert. » Et en réalité, devenir un expert, c'est pas si dur que ça. Si on fait un petit graphe, et ici, on va avoir le niveau de compétence. En fait, la plupart des gens, ils ont des compétences comme ça, là. Donc là, par exemple, vente, copywriting, productivité, création de contenu, histoire, musculation, etc. Et en fait, être un expert, c'est quoi? C'est juste réussir à prendre un truc et avoir ça de niveau de compétence. Okay, et en fait, ça demande pas beaucoup plus d'efforts, ça demande juste d'être plus concentré. Au lieu de se faire chier à être compétent dans 40 000 trucs, eh bien, c'est bien d'avoir une base dans plusieurs choses et ensuite de prendre un truc et vraiment le maîtriser. Et on appelle ça avoir un niveau de connaissance en T inversé. Parce qu'en gros, le but, c'est d'avoir une compétence très haute et après d'autres compétences relativement basses. Alors que la plupart des gens, ils ont un espèce de cube comme ça qui sert à rien. Donc comment est-ce qu'on crée cette structure en T? On va faire une version de l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui permet de définir ce sur quoi on devrait se concentrer dans la vie, quelle doit être notre vocation. Ça combine plusieurs facteurs et ça nous permet de trouver la bonne voie. Et du coup, on va faire une version simplifiée de ça. En fait, le but, c'est d'avoir 3 cercles qui se rencontrent comme ça, hop. Et on a un cercle, c'est ce qu'on aime. Un cercle, c'est là où on est fort. Et un cercle, c'est là où il y a une opportunité de gagner de l'argent, on va mettre $1. Et en fait, le but, c'est d'avoir les choses qui sont à l'intérieur de cette zone au milieu et qui prennent tout en compte. Et ça peut paraître bateau, mais c'est incroyablement puissant. La plupart des gens, ils prennent soit un truc qu'ils aiment et ils font du cash et ils sont pas bons dedans, donc au final, ça fonctionne pas. Ou alors ils prennent un truc qu'ils aiment et où ils sont forts, mais où il n'y a pas vraiment d'opportunité de gagner de l'argent, donc ils restent pauvres toute leur vie. Ou alors ils prennent un truc où ils sont forts et où on peut gagner de l'argent, mais vu qu'ils l'aiment pas, bah, ils abandonnent, ils n'ont pas la motivation et donc ils réussissent pas. Juste prendre un petit peu de temps pour identifier ça, ça fait toute la différence. Première chose, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez pas. Donc vous pouvez prendre toutes les choses que vous avez fait dans votre vie, l'école, les différents tafs, les business que vous avez essayé de lancer, et pour chacun vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas quand je faisais ça. Faites une longue liste. Vous pouvez aussi aller regarder les vidéos que vous regardez sur YouTube, les vidéos que vous regardez sur TikTok. Et puis, vous verrez assez rapidement ce qui vous intéresse, en fait. Faites une liste de tout ça. Ensuite, vous allez faire une autre liste. Et là-dedans, vous allez mettre les trucs où vous êtes fort. Donc, vous pouvez mettre là où vous vous trouvez fort, les choses pour lesquelles vous recevez des compliments. Parce que souvent, on ne se trouve pas fort dans certains trucs, mais on reçoit des compliments par rapport à ça. En général, ça veut dire qu'on est bon là-dedans. À l'inverse, vous allez mettre les trucs là où vous n'êtes pas bon. Donc là où vous avez fait des erreurs par le passé, là où on vous a critiqué. Vous pouvez penser aussi à l'école, hein, là vous étiez naturellement doué ou pas. Et finalement, vous allez faire une liste avec ces trucs-là d'opportunités, en fait, de regarder qu'est-ce qu'il y a que j'aime et là où je suis bon et essayer de réfléchir à une manière de gagner de l'argent avec ça. Vous faites ça pendant quelques heures, vous faites une fois dans votre vie et vous allez trouver plusieurs compétences et vous en sélectionnez une et vous devenez un expert là-dedans. Ça vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent. Derrière aussi, comme on l'a dit avant, créer des bonnes relations, etc., etc. 6e conseil brutalement honnête, ça va être que les habitudes feront ton bonheur ou ton désespoir. Tout est une question d'habitude. Et encore une fois, je vais pas faire le truc classique de la vidéo YouTube. Alors oui, je vous recommande le livre Atomic Habits. Il faut faire la même chose pendant 30 jours, les gars. Je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé à essayer de mettre en place des habitudes, j'avais lu ces livres-là. J'essayais de le faire pendant 30 jours, mais en fait, à chaque fois, je le faisais pendant genre 2 semaines. Et après, j'arrêtais et j'arrivais jamais à garder mes habitudes sur le long terme. Jusqu'au jour où j'ai créé ça. Alors ça, c'est un fichier de tracking, j'en parle dans toutes mes vidéos parce que c'est trop puissant. En fait, ce qu'il faut, c'est créer l'habitude de traquer ce qu'on fait dans notre journée. Donc si vous avez des habitudes, vous pouvez en avoir 1 par jour, 2 par jour. Bref, vous notez ce que vous voulez faire tous les jours. En général, je le fais 6 fois par semaine. Donc, en gros, j'ai quand même le dimanche où je fais ce que je veux. Et voilà, j'ai une certaine liste d'habitudes que j'ai envie de réaliser tous les jours. Et du coup, chaque jour où je le fais, je mets un 1. Chaque jour où je le fais pas, je fais un 0. Et c'est tout. Si vous voulez vraiment optimiser le truc, vous pouvez mettre un challenge où vous dites « Ok, j'ai envie de réussir à faire mes habitudes à 70%. » Mais même si vous ne mettez pas de chiffres en tête,
vous allez, juste par le fait que vous traquez ça, avoir une régularité qui est 10 fois plus élevée que quelqu'un qui ne le fait pas. Si vous voulez être sûr que vous faites vos habitudes, eh bien, c'est très facile. Vous pariez 1000 balles avec un pote, vous pariez 100 balles, 10 000 balles, je sais pas, en fonction de combien vous gagnez, avec un pote que vous allez obtenir un certain pourcentage de réussite sur ces habitudes pendant une certaine période. Et là, vous êtes presque sûr de l'atteindre. Dernièrement, j'ai lancé un challenge avec tout mon groupe de potes. On a un groupe sur WhatsApp, on est 8 à l'intérieur, tous mes potes, et on a chacun notre fichier de tracking, et en fait, on fait une vérification à la chaîne. Donc chacun a mis en jeu une certaine somme d'argent, et chacun a une personne qui vérifie son fichier de tracking. En fait, tous les jours, on note les habitudes qu'on a fait, pas fait, et il y a un des membres du groupe qui est responsable de vérifier qu'on l'a bien fait. Et donc, ça nous permet vraiment d'être sûr qu'on applique chacune des habitudes. Au début, je vous recommande de commencer avec 1, 2, 3 habitudes maximum, vous prenez pas trop la tête. Et ensuite, quand vous serez dans cette démarche de voilà, traquer ce que vous faites pas, eh bien, ce sera super facile d'ajouter une habitude. Si vous lisez un livre qui vous dit que ah ouais, le journaling c'est super important, vous voulez commencer à le faire, eh bien, vous ajoutez un truc dans votre fichier et c'est bon. Vu que vous faites ça tous les jours, vous allez avoir le rappel, ça va être facile pour vous de l'implémenter. Alors que si vous n'avez pas ce fichier de tracking, eh bien vous allez reposer sur votre volonté, ça va être super dur, c'est ultra probable que vous n'arriviez pas à maintenir l'habitude à moyen terme. Dernier conseil brutalement honnête, ça va être de protéger sa dopamine. Il y a quelques semaines, j'ai arrêté de boire. Je n'étais pas un gros buveur, moi je buvais 1 fois par semaine. Mais j'ai annoncé publiquement sur mon Instagram que j'arrêtais de boire de l'alcool pendant 3 mois minimum et probablement que j'allais le faire pendant plus longtemps. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé à quel point l'alcool, ça avait une influence néfaste sur la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. En gros, je simplifie de ouf, mais si vous n'avez pas de dopamine, vous n'êtes pas motivé. Si vous avez plein de dopamine, vous êtes super motivé. Et en fait, il y a des choses qui vont détruire notre dopamine et donc notre motivation. Boire de l'alcool, regarder du porno, être sur les réseaux sociaux. Toutes ces activités qui sont très stimulantes, en fait, elles vous rendent heureux sur le court terme, mais derrière, elles détruisent vos réserves de motivation. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui se disent « Putain, j'aimerais lancer un business, mais j'arrive pas, je suis pas assez motivé, je suis pas assez discipliné, c'est trop dur, nanani, nanana. » Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en fait, travailler sur son business, c'est facile. Je suis désolé, les amis. Pour moi, c'est facile. Je me réveille le matin, j'ai envie de travailler sur mon business. Je sais que ça peut paraître difficile à imaginer quand on n'est pas dans cette situation, et même pour moi, par le passé, des fois je devais vraiment me forcer, j'avais pas envie et je le faisais uniquement à force de volonté, c'était chaque matin, oh putain, faut que je me lève, oh faut que je travaille, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui parce que j'ai supprimé toutes ces activités qui détruisent la dopamine. La vie, ça fonctionne comme ça. C'est des espèces de gros dominos successifs. Et votre cerveau, il fonctionne par contraste. Donc, il va toujours avoir envie de faire l'activité avec le plus gros niveau de dépense de dopamine. Okay, là, sur le graphe, ici, c'est la dépense de dopamine. Si vous avez la possibilité, ici, de boire de l'alcool, de jouer aux jeux vidéo, de regarder du porno, d'aller sur Netflix, votre cerveau, il a envie de faire ça. Okay, il est motivé pour faire ça. C'est pour ça que ça vous est jamais arrivé de ne pas avoir envie de jouer à un jeu vidéo ou pas avoir envie de vous bourrer la gueule. C'est parce que cette activité-là, elle sécrète énormément de dopamine. Et donc, tant que votre cerveau a accès à ça, il aura envie de faire ça. Si vous avez l'habitude de faire ça et que vous demandez à votre cerveau de faire ça, par exemple, genre faire une tâche difficile sur votre business, eh bien, ça va être extrêmement difficile. Vous allez devoir vous forcer, ça va être super dur. Vous n'allez pas avoir envie de le faire, vous allez souffrir. Mais si vous habituez votre cerveau à plus du tout faire ça, vous enlevez tous ces trucs-là, le cerveau, il va se dire « Ok, j'ai envie de faire ça. » Donc faire ça, c'est peut-être regarder des vidéos sur YouTube. Et ensuite, vous enlevez ça. Après, il va se dire « Ah ouais, en fait, c'est lire un livre, un roman. » Ah, vous l'enlevez. Vous les arrêtez de lire des romans. Et en fait, ici, là, vous avez genre, je sais pas, juste passer du temps entre amis et peut-être se former et taffer sur votre business. Ben, votre cerveau, il va tout le temps avoir envie de passer du temps avec vos potes et de taffer, quoi. Et il va être content de le faire. Vous allez avoir autant de plaisir à travailler sur votre business, vous former, que vous aviez de plaisir avant à jouer aux jeux vidéo. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Le cerveau, il s'en fout qu'on soit ici en haut ou qu'on soit là. Il a juste envie de faire l'activité qu'il a l'habitude de faire qui sécrète le plus de dopamine. Donc si on supprime toutes ces activités qui ne sont pas productives, qui ne nous amènent pas vers nos objectifs et qui nous prennent de la dopamine, ça devient extrêmement facile d'être motivé pour faire des activités productives. Et c'est juste un choix à faire. Je suis brutalement honnête avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous préférez être sur TikTok, boire de l'alcool, jouer aux jeux vidéo toute la journée et n'avoir presque aucun futur, ou est-ce que vous préférez ne pas avoir accès à ces trucs et derrière être ultra motivé à travailler sur votre business? Imaginez-vous, moi aujourd'hui, là, je suis en train de tourner cette vidéo. Ok. Si je buvais de l'alcool, là, j'avais TikTok sur mon phone, là, et ben, ce matin, je me serais dit, oh non, j'ai pas envie de tourner la vidéo, etc. Oh, je dois aller au studio, je dois préparer, en plus, je dois faire des trucs sur mon iPad, là. Mais en fait,
vu que j'ai pas utilisé TikTok depuis des mois, vu que j'ai arrêté de boire de l'alcool, vu que je regarde pas de vidéos sur Netflix, eh bien ça me fait simplement kiffer de faire cette vidéo avec vous. J'avais hâte de la faire. Et ça c'est le cas parce que j'ai vraiment bien géré mon emploi du temps, mes habitudes. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo récemment où je montre tout mon emploi du temps, je filme toute une journée dans ma vie, sans coupure, sans rien. La vidéo elle dure plus d'1 heure, vous pouvez voir exactement comment je m'organise. Et on la laissera juste ici. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Yomi. Allez, ciao.